Merci au modérateur, merci effectivement aux responsables et aux organisateurs de congrès pour cette invitation. Donc, je suis ravi de parler, de faire cet exposé en présence des collègues neurologues aussi. Donc, Stein, c'est mon prénom, donc je suis effectivement un réanimateur à Toulouse et j'ai aussi une activité de recherche dans un labo de neurosciences qui s'appelle TONIC, dont l'axe des recherches de mon équipe est essentiellement euh, tourné vers l'étude de la conscience. Si on se place à la place du réanimateur, donc ceux et celles qui ont l'habitude de faire face et de devoir soigner ces patients, vous savez que c'est une situation à la fois fréquente et difficile. C'est une prise de décision difficile parce que pour un réanimateur, il y a plusieurs éléments qui nous gênent en fait. Déjà, commençons par des choses très simples et évidentes, mais qui sont au centre de la discussion. C'est un organe que nous ne savons pas remplacer à l'heure actuelle. Nous n'avons pas de dialyse, des respirateurs, ni des suppléances cardiaques externes pour le cerveau. Donc, en gros, quand nous avons pris la décision et nous avons estimé que le pronostic était défavorable, mais ça a un impact, et ça a un impact qui se traduit souvent par une mortalité. Je fais ça, c'est une représentation très graphique, mais si on prend les deux causes principales des comas en fait en France et en Europe, qui vont être à la fois la récupération anoxique, post-anoxique suite à un arrêt cardiaque ou la traumatologie, mais nous avons, si nous prenons le patient anoxique, ceux qui sont stabilisés à J3 après l'hypothermie, quand il n'y a plus de défaillance d'organes, mais ceux qui vont décéder en fait, mais il y a environ 2 patients sur 3 qui vont décéder dans un contexte des limitations des soins. Donc ça a un vrai impact de dire, évidemment, ces patients, je considère qu'il a un mauvais pronostic. Donc je vais revenir sur cet élément-là. Et un deuxième élément qui est effectivement embêtant, mais qui est au centre en fait, de la réflexion que je voudrais mener avec vous ce soir, c'est la difficulté à faire la différence de l'absence de réponse d'un patient réactif dans le coma. Est-ce qu'il s'agit en fait du cerveau qui est laissé ou c'est un problème des effecteurs? Je vais le dire avec d'autres mots. En ce moment, en fin de journée, je sais que vous êtes conscients et conscientes et vous m'entendez parler. Donc, nous détectons mutuellement ces notions de conscience, pas tout simplement par une notion un peu télépathique, mais c'est tout simplement que nous analysons nos comportements. Mais vous le savez bien, en réanimation, nous allons avoir beaucoup de facteurs potentiellement confondants, des patients qui vont être, imaginons, un patient à Lockheed syndrome, pour lesquels nous avons passé des heures, voire des jours, à faire la différence entre coma et Lockheed syndrome. Mais il y a des choses beaucoup plus fréquentes, comme l'effet d'une sédation, comme des phénomènes réversibles. Donc c'est une situation à la fois difficile et fréquente. La bonne nouvelle au milieu de tout ça, c'est que c'est un sujet qui progresse beaucoup dans le monde des sciences contemporaines, en fait. Ce qui me concerne, je considère effectivement que c'est un sujet passionnant et je suis ravi de participer et de m'y intéresser en 2021, en fait. Sur les 2 dernières décennies, en gros, si vous n'êtes pas familier dans ces domaines, je vous incite à regarder un peu. Il y a beaucoup de vulgarisation en fait, autour de la recherche du lien entre cerveau et conscience et les substrats cérébraux de la conscience. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sur les 2 dernières décennies, le cerveau il est sorti peut-être de quelque chose, d'une approche qui était très philosophique, en fait, pour aller dans un domaine très expérimental. Nous pouvons mesurer des choses. Et ça, c'est évidemment un impact pour un réanimateur. Donc c'est dans cette optique-là que je voudrais faire mon exposé, en évitant de vous faire juste un catalogue dans lequel je pourrais vous parler in extenso de la sensibilité, la valeur prédictive de chaque test qui était utilisé ou validé dans chaque étiologie des comas. Je vais éviter ça, donc du coup, je vais le faire avec un regard un peu plus des neurosciences, et je vous propose de scinder en deux justement cette notion des comas, en fait, et des pertes de conscience. Donc, comme je vous ai dit, être conscient, c'est cette capacité à intégrer ce qui se passe autour et ce qui se passe à l'intérieur, donc cette perception autour de notion de soi, et on peut la partager. Donc, en gros, nous allons avoir 2 composantes dans cette conscience. On peut dire en français une partie transitive, et je n'ai pas complété pour la partie intransitive là-bas, mais en gros, ce qu'il faut comprendre, c'est une notion d'être conscience. Parlons d'un niveau de conscience. Donc, nous, les communs, c'est ces modèles cliniques, en fait, où on a une abolition et vraiment une diminution la plus importante, la plus extrême qu'on puisse observer. Et à partir de là, vous le savez bien, on peut commencer à récupérer un niveau de conscience et on peut aller vers ce qu'on appelle, je commence à ouvrir les yeux, les patients ils commencent à ouvrir les yeux, mais ils n'interagissent pas en état végétatif, ou au-delà de ça, avec une interaction, une prise en compte de ce qui se passe autour de soi, c'est ce qu'on appelle l'état post-relationnel. Donc une notion de niveau, et à côté de ça, c'est intéressant parce que vous allez voir, il y a un impact sur
et des données intéressantes de la recherche à l'heure actuelle sur ce qui est le contenu conscient. Là, j'ai mis le petit logo de l'SRLF, c'est pour dire, là, vous êtes conscient d'avoir un contenu, d'avoir vu dans le rond la notion de l'SRLF là. Donc, niveau et contenu conscient. Donc, si on commence par le niveau, en fait, ce qui est important à savoir aussi, c'est que nous n'avons pas, on ne sait pas encore exactement quel est le réseau cérébral de la conscience. Mais c'est vrai que pour évaluer le pronostic d'un patient, on pourrait commencer par se poser la question simplement de se dire, mais regardons ce qui est cassé, et regardons ce qui est cassé, et les anomalies sont réversibles ou pas, en fait. Donc, nous avons des pistes. Nous avons déjà que la partie vigilance, cette capacité à ouvrir les yeux, hein, cette capacité cyclique que nous avons sur le nictémer, en fait, de nous éveiller. Cette notion de vigilance, en fait, elle n'est pas vraiment en haut du cerveau. C'est ce qu'on appelle le tronc cérébral, et ça, on le sait presque depuis bientôt un petit siècle. C'est la formation réticulée activatrice ascendante. Au-delà de ça, les modèles actuels de la conscience disent que, en plus d'être vigilant, pour être conscient, en plus d'être vigile, en fait, il va falloir pouvoir distribuer l'information dans l'ensemble des cerveaux, en passant par des structures clés. Juste retenez, pour comprendre un peu les données que je vais vous exposer après, ça passe par le thalamus, et ça va probablement dans des carrefours d'information qui distribuent l'information largement, en impliquant en particulier le cortex frontal et le cortex pariétal. Donc, première approche, c'est de se dire, bon, explorons. Est-ce que ces réseaux conscience qui incluent donc le tronc cérébral, des régions clés et le thalamus, est-ce que je peux l'évaluer en fait chez mes patients comateux? Évidemment, la première approche, elle est clinique. Donc je tiens à souligner qu'elle est indispensable, qu'effectivement, il faut la faire de façon standardisée, mais je dis aussi au passage, la valeur pronostique de cette évaluation, même standardisée, elle est extrêmement faible. Hein. Je prends l'exemple de l'escore de Glasgow, autant pour l'anoxie que pour la traumatologie, c'est des scores qui sont validé pour le pré-hospitalier. Et le Glasgow en particulier était validé pour la traumatologie pour orienter le patient dans un hôpital où il y a des neurochirurgiens. Mais avoir un Glasgow 3, 6, 8 sur 15 ou 10, en fait, ce n'est pas discriminant sur l'évolution en an neurologique des patients tout venant. Et après, nous avons des éléments cliniques dont vous êtes familiers. Je vis juste, évidemment, les paires crâniennes, mais allons dans la réflexion. Essayons de continuer dans cette réflexion que je vous propose, mais en fait, l'intérêt, effectivement, d'avoir cette évaluation standardisée des paires crâniennes, c'est justement pour évaluer l'intégrité de ces troncs cérébrales qui peut être laissée ou pas. Est-ce qu'on peut avoir autre chose au lit du patient? Tout ce que je voudrais faire, c'est juste un appel vers la démocratisation de ce qui est l'EEG, hein, dans cette interface qui est celle de mon équipe. On se bat tous les jours pour essayer d'amener ce qui nous semble très compliqué, en fait, et je l'ai dit devant mes collègues neurologues, dans un domaine dans lequel le lexique, il n'est pas encore familier pour nous. Donc, il faut qu'on aille vraiment dans l'utilisation de l'EEG en réanimation. Et là, je vous ai mis juste quelque chose qui est simple à l'œil nu, c'est de se dire, je regarde la réactivité. Vous savez, ça, c'est un critère pronostique bien validé, par exemple, pour les patients post-anoxiques, en fait. Est-ce qu'on peut aller plus loin, en fait, pour étudier donc l'intégrité de ces réseaux qui seraient les substrats de la conscience? Je vous donne dans cette image, en fait, c'est une petite photo de cette machine qu'on appelle un IRM, dont vous êtes bien familière. Grâce à nos collègues qui s'occupent des stroke units et de l'AVC, en fait, nos hôpitaux ils sont de plus en plus équipés. Donc, on peut avoir plein de choses. Et quand on s'intéresse donc à l'intégrité du cerveau, mais là, je vous ai donné 3 éléments et je vais les illustrer après dans les cas précis du coma. On peut avoir là où se trouvent les neurones, donc l'épaisseur du cortex, hein, et les noyaux gris. On peut avoir les fibres. Là, je vous ai dit, les modèles actuels théoriques de la conscience, c'est des modèles de connexion, de diffuser l'information un peu partout. Donc, ces notions de substances blanches, ces quantifications en tenseur de diffusion, on appelle ça du DTI, sont potentiellement intéressants. Et en bas, je vous ai mis le BOLT, ça veut dire l'IRM fonctionnel. Petite parenthèse, c'est important, c'est nouveau, ce n'est pas encore utilisé, mais c'est juste une séquence. Il n'y a pas d'injection des produits de contraste, et ça nous permet d'étudier la communication entre les différents voxels, les différentes cellules du cerveau à un moment donné, au repos ou lors d'une tâche. Donc tout ça lors d'une acquisition. Donc qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Là, je vous donne 2 exemples. Donc vous avez
autour de l'application de l'IRM anatomique dans le contexte des patients dans le coma post-arrêt cardiaque. Donc vous avez 2 publications, donc c'est la même cohorte en fait. Hein. C'est une cohorte, peut-être certains d'entre vous ont participé, c'est une cohorte internationale en France, en Italie, avec aussi un recrutement aux États-Unis. Et donc c'est des patients post-anoxiques dans le coma qui ont pu bénéficier donc d'un IRM dans le premier mois en fait. Hein, c'est un peu large la période d'inclusion. Et là, le devenir des patients, il était étudié à 1 an. Là, vous avez, le premier auteur, c'est Lionel Belli, et le coordonnateur de tout ça, c'est le professeur Louis Puvassé, ici à Paris. Donc, vous avez l'utilisation du DTI que je ne vais pas détailler, mais c'est juste pour vous illustrer que les AUC sont assez prometteuses et assez intéressantes. Et nous avons, sur la même cohorte des patients, nous avons étudié non pas les connexions et les câbles, nous avons étudié là où se trouvent les cellules, donc l'épaisseur corticale et cette modification en fait des volumétriques, et avec aussi une AUC qui est assez pertinente. Donc l'IRM anatomique nous apporte des éléments. On peut faire des choses, je n'ai pas le temps de détailler tout. Cette figure avec plein de petits ronds, je vous explique juste le principe de ce que c'est traduit. Là, c'est quelques travaux de notre équipe, en fait, dans lesquels nous avons exploré l'utilité donc de l'IRM fonctionnel. Pourquoi l'IRM fonctionnel? Comme je vous ai dit, tout simplement, il nous permet d'étudier cette capacité, cette interaction, en fait, à un moment donné, au repos, quand rien ne se passe, entre les différentes cellules du cerveau. Et ce qui est intéressant, chaque rond, en fait, la couleur code l'intensité des communications avec d'autres endroits dans le cerveau. Sans aller plus loin, en gros, c'est que ce qu'on a observé, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, être dans le coma d'un point de vue fonctionnel au repos, ce n'est pas une disparition des connexions, le cerveau il ne se met pas à plat, c'est plutôt une restructuration en fait, du cerveau. C'est un peu comme si à Paris, tout à coup, le trafic en fait, entre les différentes gares, les grosses gares, ils arrêtaient d'être des grosses gares, et le travail il allait passer dans des petites gares qui n'étaient pas... Et du coup, vous imaginez l'impact que ça peut aller sur le trafic de l'information au sein du cerveau. Donc ça, c'est important pour la compréhension. Ça a l'air plein de couleurs comme ça quand on le présente, mais c'est dans les références que je vous mets là. Nous avons des études pilotes, quelques données pilotes sur quelques dizaines de patients dans lesquels l'importance de ces restructurations aurait un impact pronostique sur nos patients. Donc, est-ce que c'est les structures qu'il faut étudier? Est-ce que c'est la fonction? Donc là, c'est un travail un peu plus récent dans lequel nous avons utilisé avec des statistiques, des techniques d'intelligence artificielle, nous avons mis sans hypothèse a priori un peu tout le monde, et nous avons fait tout simplement étudier, je vous essayais de vous coder tout ça en couleur, comme je vous ai dit, en gros, comme l'étude de l'équipe de Puvassé, le DTI en vert ici, on va étudier en fait les connexions entre ces grandes gares dont je vous ai dit qui étaient des candidates potentielles pour être les sièges de la conscience et être altérés au cours du coma. Donc on va étudier la substance blanche, on va étudier aussi donc, là où se trouvent les neurones, les corps des neurones, et, au niveau de la substance grise, et aussi les connexions fonctionnelles. Et les résultats sont qu'on arrive à discriminer assez bien, en fait. La flèche, elle est là. On arrive à discriminer assez bien. Rouge, c'est pas bon, c'est état végétatif, et on va dire que ça, c'est plutôt bon pronostic à 6 mois, en fait. Donc avec des IRM qui étaient faits chez des patients à la fois traumatiques et anoxiques. Et ce qui me semble intéressant de souligner ici, que c'est dans cet classificateur pronostic, hein, des images qui ont pris 30 minutes à être réalisées, on a rentré tout ça, et donc on arrive à placer les nouveaux patients qui arrivent dans ces classificateurs. Et ce qui est important à souligner, c'est que c'est surtout FC, ça veut dire que c'est du fonctionnel. Donc, comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'hypothèse a priori, mais c'est qu'il y a un impact plus important entre substance blanche, substance grise et fonctionnelle. Dans notre étude, en tout cas, c'était plutôt la partie fonctionnelle. Donc, je vous ai dit 2 façons d'attaquer le problème de l'évaluation pronostique. La première, on va dire classique, que je viens de vous montrer, étudions l'intégrité. Hein. Est-ce que si je me mets devant mon ordinateur qui ne marche pas, qu'est-ce que je vais faire en premier? Mais je vais commencer à regarder s'il est bien branché et s'il est intègre. Est-ce que c'est un problème d'effecteur? Est-ce que c'est le clavier ou est-ce que c'est vraiment le disque dur? Donc ça, c'est... Mais après, je peux aller aussi tout simplement savoir, moi ce qui m'intéresse, c'est savoir s'il réalise les tâches en fait. Est-ce qu'il va pouvoir générer ses cerveaux en contenu conscient? Et ça, c'est des éléments assez nouveaux. C'est-à-dire que pour nous, je vais le dire avec d'autres mots, pour nous cliniciens, la question de si vous m'entendez, serrez-moi la main. Si vous m'entendez, vous comprenez ce que je vous dis, fermez les yeux 2 fois. Je parle pour les patients intubés ventilés qui ne peuvent pas parler. Ou dites-moi que
comment vous vous appelez pour quelqu'un qui peut intuber. Donc ça, je suis à la recherche comportementale d'un contenu conscient, en fait. Je ne vais pas essayer de comprendre si son cerveau il est intègre, je vais savoir s'il fait le travail ou pas. Donc la nouveauté, c'est qu'on peut faire ça, en fait, avec, je vais passer un peu vite sur celle-là, on va passer avec des éléments, des quantifications à la fois électrophysiologiques et à la fois d'imagerie. Là, c'est un exemple qui était publié donc, par l'équipe des Jean Classen et qui était coordonné par Benjamin Rouault, dans lesquels on a demandé à des patients, certes très hétérogènes, mais en tout cas à la face aiguë, dont certains étaient probablement dans les comas, imaginez que vous bougez votre pied, imaginez que vous serrez votre main, et on a enregistré en fait la réponse au niveau pour nos collègues neurologues, au niveau des potentiels évoqués moteurs, tout simplement. Et tout ça décodé à l'aide aussi d'un classificateur des types intelligence artificielle, machine learning. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils arrivent à décrire, donc chez les patients qui ne bougent pas, deux profils. On va avoir des patients qui, les contrôles, c'est là en orange, et on va avoir des patients, en fait, qui vont faire comme les contrôles au niveau électrophysiologique, c'est-à-dire vont vraiment imaginer qu'ils serrent la main à la demande, et d'autres qui n'arrivent pas à les faire. Donc on appelle ça, depuis quelques années, en fait, un tableau de dissociation cognitivo-motrice, en fait. C'est-à-dire ces différences, ce que je vois par rapport à ce que je mesure. Et dans cette étude, dans une cohorte de 100 patients, 15 présentaient ces tableaux de dissociation et ils avaient effectivement un meilleur pronostic à un an. Après, j'avais une diapositive pour montrer qu'on peut faire ça aussi en IRM fonctionnel. Et j'arrive juste à... Ça, c'est les remerciements. Mais pour conclure, les éléments importants, donc, c'est que j'essayais de vous apporter ce soir dans cet exposé, c'est encore une fois un point de vue qui ne se voulait pas un point de vue des catalogues, mais déjà un message de se dire les choses bougent dans ces domaines qui est difficile. Tout ce que je peux vous dire dans l'expertise qu'on peut avoir en travaillant dans cet axe spécifique, c'est qu'il faut éviter ce qu'on appelle à l'heure actuelle dans la littérature le nihilisme thérapeutique. Donc, si vous posez la question du pronostic dans ces patients, ne le faites pas seul. Allez voir autour, allez voir nos collègues neurologues, allez voir nos collègues imageurs. Donnez-vous les moyens dont vous disposez qui ne peuvent pas être uniquement cliniques en 2021. Il faut faire de l'EEG, il faut faire de l'imagerie, celle que vous pouvez faire. Et surtout, donnez-vous le temps. Ça, c'est extrêmement important. Je pense qu'il y a une notion de perception de temps, et je vais m'arrêter là. C'est la notion d'un réanimateur. Je suis sûr qu'elle n'est pas la même perception de temps qui est de celle d'un rééducateur ou d'un neurologue. Nous comptons en minutes de low flow ou no flow, et nous voulons qu'un patient soit sorti de réanimation rapidement avec des cas cliniques comme celui qui était raconté tout à l'heure, avec un peu de sérum salé hypertonique, il se réveille, il est extubé, il est parti. En fait, non. Ces patients cérébrolésés sévères, qui sont nombreux, en fait, il faut savoir, c'est dire, est-ce qu'il y a un pronostic très défavorable, et dans ces cas-là, il y a une décision collégiale multidisciplinaire à faire à très court terme, soit il faut se donner les moyens de vraiment de travailler en filière, et le mot il est très important, et je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dans notre spécialité autour de ça, pour que la réanimation ne s'arrête pas juste au moment de l'extubation, mais elle continue en collaboration avec nos collègues pour la suite. Merci pour votre attention.